Aujourd'hui, j'ai envie de parler encore de la commune. Cette série, elle est importante. Déjà parce qu'elle me permet, moi, de faire série, et c'est quand même quelque chose qui est intéressant. D'un point de vue intellectuel, puisque la commune n'est quand même pas du tout mon domaine de spécialité. Et là, j'ai envie de prendre les choses à revers, déjà parce que je n'ai pas fini de lire Louise Michel. Ça, je m'en doutais, je suis fatiguée. Et parce qu'en fait, il n'y a pas que les communards, parfois appelés les communeux. Il y a aussi Renan. Bon, Renan, ceux et celles qui sont abonnés depuis longtemps à la chaîne le savent déjà. C'était l'auteur de mon sujet de thèse. Et j'ai donc consacré 5 ans de ma vie à cet homme qui a été historien des religions, titulaire de la chaire hébraïque du Collège de France. Quelqu'un qui a été extrêmement polémique, très caricaturé, très mal compris. Et toujours très mal compris, mais en plus maintenant il est oublié. Alors, c'est d'autant plus amusant que Renan est... en fait, on peut le lire, et j'aime à le lire comme un historien de l'erreur. Peut-être pas du faux comme Umberto Eco, mais quelque chose d'assez proche. Mais c'est aussi un historien des corps, des émotions à la Alain Corbin ou à la Vigarello finalement. Il y a tout ça chez Renan et c'est un auteur qui à ce niveau-là est extrêmement riche et en même temps très fuyant, très difficile à saisir par rapport à un Michelet. Non pas que je saisisse Michelet, mais il y a quelque chose dans l'écriture michelétienne de beaucoup plus direct. Et Renan met en place une épistémologie et une pensée qui sont extrêmement complexes. Quel rapport avec la commune? Bon, ben évidemment, Renan, 1823-1892, a connu la commune. Il en a vu un peu, puisqu'il a... il est resté à Paris, et là, je viens de relire un article que je mettrai en description de Marie-Claire Bancard. Ça a été publié dans les études renaniennes pour le centenaire de la commune. Et donc il y a l'article à 50 ans. Renan pendant le siège et la commune. Je sais que Gallimard vient de sortir une anthologie sur les écrivains et la commune, qu'on m'a très aimablement signalé et que je vais me procurer. Mais alors, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Donc Louise Michel, quelque chose sur l'anticipation et la commune, ça je suis très impatiente, mais il faut que je puisse lire. Et ça, c'est sûr que j'en parlerai. Renan, ça me paraissait... j'ai mis du temps à penser Renan et la commune, et parce qu'il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de l'impensé et en fait de la fracture pour Renan, et cette fracture, elle se traduit par un changement de sa politique de la philosophie, beaucoup plus que de sa philosophie politique, mais de ses orientations politiques. Il y a quelque chose surtout qui va se fracturer complètement dans son idéal. Alors, on peut le lire de façon peut-être psychologisante. Pourquoi, comment, et je vais donner des étapes. On peut le lire de façon politique. Moi, j'ai envie de le lire de façon scientifique, c'est-à-dire au niveau de l'idéal de la science, mais c'est évidemment bien plus compliqué, alors on va rester littéraire, parce que c'est encore plus fun. Alors, donc Renan a vécu une partie de la commune jusqu'à à peu près la fin avril, je n'ai plus les dates en tête, mais il a vu et il a... était très actif, non pas en tant que communard, puisqu'il fait partie des anticommunards modérés. C'est pas pour le sauver, mais c'est pour le situer. Ce n'est pas Maxime Ducamp. On n'est pas dans ce type de position. Renan a même été accusé d'antipatriotisme, ce qui le plaçait encore sur une espèce d'autre ligne. Et la commune a été vécue pour lui comme un drame personnel, spirituel, évidemment politique, mais quand on dit politique ici, je ne sais pas trop ce que l'on dit, absolument majeur. Mais pour comprendre, il faut comprendre un peu Renan, et ça c'est quand même assez complexe. Alors, qu'a-t-il vu et vécu de la commune? On sait par ses lettres, alors je vais essayer de vous expliquer aussi comment on peut travailler sur Renan et la commune, en vous montrant les livres. On sait qu'il a, donc il est à ce moment-là, il revient au Collège de France, il a beaucoup œuvré pour la préservation de manuscrits précieux, et on sait qu'il marchait dans Paris bombardé. Voilà, sans peur, ça je ne sais pas, mais en tout cas il le faisait, et c'est assez courageux.
À ce moment-là, signale Marie-Claire Bancard, c'est un des seuls courts moments de sa vie où il a vécu à l'hôtel Chaptal, qui est devenu musée de la vie romantique, quand ses petites filles l'ont légué à la mairie de Paris. Et j'avoue que j'avais oublié qu'il y avait vécu justement dans cette période, après avoir mis ses enfants à l'abri, ce que je peux comprendre. Et il a été très inquiet et dans une incompréhension totale de la recherche de république sociale des communards dans la période extrêmement troublée qui est la guerre franco-prusse, le démarrage de la Troisième République, la Commune, et son écrasement par justement une république. C'est ça qu'il faut quand même aussi garder en tête pour comprendre Renan. Alors Renan n'est pas un républicain de la première heure, lui-même se signale comme un républicain de la deuxième heure, et au moment du Second Empire, alors on n'est pas de la génération de Michelet, c'est la génération d'après, ça change des choses. Ça veut dire qu'il a vraiment grandi avec l'Empire et donc il est né en 23, il a été atterré par le coup d'État, qui a été ressenti du côté de ses intellectuels libéraux comme une trahison de la part du peuple qui ne s'est pas soulevé. En 51-52. Et ça, c'est une première explication dans la division des intérêts. Je pense que ces intérêts, les intérêts politiques de cette classe des intellectuels libéraux, alors on ne dit pas intellectuels au XIXe siècle, c'est un mot qui est apparu avec l'affaire Dreyfus, mais il est assez intéressant de voir à quel point le mot intellectuel, notamment pour Zola, mais en fait dessine les traits de la carrière qui a été celle de Renan. Donc d'une carrière engagée. Et bien plus engagée qu'on ne peut le croire aujourd'hui. Il s'est présenté sous une espèce d'étiquette, sans étiquette, et d'une façon assez étrange et très mal comprise en 69 aux élections législatives à Meaux, avec un succès absolument désastreux, enfin un succès complet, puisqu'il a été perçu comme plus ou moins représentant de l'Empire, et en même temps il s'opposait au candidat impérial. Bon, on a compris que Renan a très réellement cru à cette phase qu'on a appelée l'Empire libéral, et en fait c'est lui, son principal ouvrage politique, c'est de garantir l'autonomie scientifique, l'autonomie de la science, des institutions, que ce soit pour le recrutement, pour la poursuite des études, pour le financement. Et il n'arrive pas à imaginer un fonctionnariat scientifique, savant on dirait à l'époque, mais il en est quand même à penser qu'il faut des postes de surnuméraires, de gens qui en fait n'englanderaient pas une, mais pour qu'il y ait un mécénat étatique déguisé. Et il faut attendre en fait le programme du Conseil de résistance pour avoir cette espèce d'idée d'un fonctionnariat d'État qui est par exemple incarné dans l'institution qu'est le CNRS. C'est un peu différent dans les universités parce que quand on est enseignant-chercheur, on enseigne, donc on est quand même l'idée que notre recherche doit servir notre enseignement. C'est au moins la philosophie sous-jacente, la réalité est quand même plus nuancée. Donc ça, c'est un point qui est quand même important et intéressant, c'est-à-dire, et je tiens à préciser, donc Renan est proche de cette classe d'intellectuels bourgeois, donc il peut fréquenter un peu Maxime Ducamp, il est ami de Flaubert, il fréquente des dîners mondains, mais il est perçu comme un opposant à l'Empire, notamment depuis Vie de Jésus, et Vie de Jésus, c'est un moment où on ne peut pas attaquer directement le Second Empire et toute la famille impériale, mais ces critiques peuvent passer par des critiques anticléricales et de la religion. Et Renan est perçu au XIXe siècle comme le blasphémateur européen, et ça ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Pie IX, et comme le grand ennemi de l'Église. Un peu comme un nouveau Voltaire. Flaubert lui-même, dans son dictionnaire des idées reçues, à l'entrée Antéchrist, marque juste ces deux noms, Voltaire, Renan. C'est bien que Renan a écrit un Antéchrist, j'ai fait une vidéo dessus,
mais on a ici toute cette charge symbolique. J'ai juste envie de montrer voilà, ce genre de caricatures qu'on peut avoir de Renan et qui sont en fait très, très emblématiques de... ça je crois que c'est de 67, mais ça a vérifié. Mais en 67, on a une libéralisation de la presse, donc ce sont ces marques hein, de l'Empire libéral. Voilà. Empire libéral d'un côté, mais empire libéral qui salue la mort de Victor Noir, l'assassinat de Victor Noir par Pierre Bonaparte. Enfin, donc voilà, hein, on est dans une façade, mais voilà, et quelque chose qui donne cette impression que c'est possible. Et Renan y a cru et a espéré faire ce qui aujourd'hui est du lambertisme, hein, c'est-à-dire réformer l'institution de l'intérieur. Ce qui est exactement ce qu'il fait au niveau du vocabulaire et au niveau de son épistémologie. C'est exactement ça qu'on retrouve dans la façon dont il pense les rapports entre science et religion. Voilà. Bon, là, ça c'est hyper compliqué comme à expliquer, donc je vais essayer d'aller plus vite sur ce point-là. Donc Renan a vu le début de la commune. Alors lui n'a pas tellement de propriété privée ou d'intérêt financier à défendre, même si à cette époque il commence à être bien plus installé financièrement, depuis Vite Jésus, qui a été, je crois, le livre de non-fiction le plus vendu du 19e siècle. Voilà. Donc Renan est devenu riche hein, avec Vite Jésus. Il n'a jamais été propriétaire, par principe. C'est quand même un truc que je trouve intéressant. Mais ça ne l'a pas empêché non plus d'investir dans les emprunts russes. Enfin, donc voilà, on n'est pas non plus dans une pauvreté choisie complète. Mais je trouve sa volonté de ne jamais être propriétaire hyper intéressante. Donc il assiste, j'ai envie de dire aux événements, mais c'est faute de mieux, à ce que lui n'appelle pas la commune. Et en fait en sortent principalement 2 ouvrages. La réforme intellectuelle et morale, qui est un recueil d'articles dont le principal est la réforme intellectuelle et morale de la France, avec pas mal d'autres choses dedans. Et c'est pas mon volume préféré de Renan du tout, et les dialogues philosophiques. La réforme intellectuelle et morale, c'est le traité politique le plus explicite de Renan. Il disait l'article par exemple, la réforme intellectuelle et morale de la France, est divisé en mots et remèdes, et il se place en médecin de la société, et tout ça c'est extrêmement... voilà, tout ce modèle nosologique, hein, de la morbidité, de la maladie, et de l'intellectuel médecin, c'est quand même assez douteux, hein, je trouve, comme type de métaphore et comme type de positionnement. Et là, il propose énormément de réformes très très différentes, mais pas beaucoup de suffrage universel. Par exemple, avec un suffrage qui, pour représenter les femmes, donnerait plus de voix aux pères de famille. C'est super sympa, quoi. Hein. Donc ça veut dire un plus grand pouvoir, je suppose, pour les territoires agraires. Pas, je sais pas si les domestiques en sont ou non exclus, mais en tout cas les célibataires auront moins de poids que les pères de famille. Ça veut quand même pas dire faire voter les femmes. Enfin, ça a l'air d'être une bonne idée, mais ça pue, en fait, ouais, ce genre de choses. Et ce n'est pas étonnant si la réforme intellectuelle et morale de la France est un des livres donc, les plus marqués à droite de Renan, et les plus lus ou cités quand il s'agit de citer Renan à droite. Alors que Renan est aussi une figure qui a été extrêmement lue à gauche, pour l'avenir de la science, donc ça un peu tard, mais pour Vite Jésus. Vite Jésus, c'était le livre de chevet de Staline. Staline a été éjecté du séminaire parce qu'il lisait Vite Jésus. Enfin, il faut se remettre dans... Voilà, c'était le livre de chevet avec l'enfer de Dante de Vanzetti. Enfin, les socialistes, les communistes et les anarchistes mondiaux au XIXe siècle lisaient Vite Jésus. Enfin, et c'est normal. Et on reviendra probablement sur ces lectures politiques de Vite Jésus à un autre moment. Ça, je les trouve absolument fascinantes. Et dans la réforme intellectuelle morale de la France, il y a notamment un échange de lettres qu'il a eu avec un autre philologue, auteur de, non pas Vite Jésus, mais La vie de Jésus, qui est David Friedrich Strauss. Alors, ça, c'est un livre qui a... c'est une génération antérieure, hein, Strauss. Et ils ont un échange de lettres par gazette interposée qui mène là aussi un conflit interpersonnel. Alors Strauss, il a été traduit et publié en France par Émile Littré, grande figure du positivisme qui en même temps s'en est détaché. Le positivisme, je vous en reparlerai, il y a un projet mais ça va prendre du temps. Et je ne serai pas toute seule parce que le positivisme c'est quand même hachement compliqué.
Et là, on a, à ce moment-là, Renan essaie de faire ce qui est son rêve depuis sa sortie du séminaire et sa sortie de la religion, c'est-à-dire qu'il essaie de faire advenir ce qui était le rêve humaniste d'une république des lettres, et qui, aujourd'hui, est réalisé d'une certaine façon, et bien sûr que c'est imparfait et qu'on aimerait que ça aille plus loin, dans ce qu'on appellera la communauté scientifique internationale. Et c'est quelqu'un qui a fortement pensé cette collégialité, et le conflit, la rupture par lettres avec David Friedrich Strauss, est une rupture fondamentale pour Renan. Et ça va amener à... Pour Renan, qui alerte Strauss qu'il va y avoir, si l'on part d'un principe national, fondé notamment sur la race, tel que le fait la Prusse, il va y avoir des guerres d'extermination, ça c'est quelque chose qu'on retrouvera aussi dans Qu'est-ce qu'une nation, et lui va abandonner à ce moment-là complètement la notion de race. Et ça sera beaucoup plus clair dans Qu'est-ce qu'une nation, en 1882, ce discours fait à la Sorbonne, duquel j'ai déjà parlé. Et un autre texte va sortir, être une représentation de la commune. Alors il y en a un qui est extraordinaire qui s'appelle l'Antéchrist. Là aussi j'ai aussi fait une vidéo, mais en montrant pas tellement cet arrière-plan politique. L'Antéchrist c'est 73. Et ce sont donc ces dialogues philosophiques. Alors, les dialogues philosophiques, là, je ne vais pas les montrer dans les œuvres complètes de Renan, que je vous ai déjà montrées, mais elles sont absolument pas jolies, elles sont difficiles à se procurer. Ça, c'est un poil plus récent, c'est l'édition des dialogues philosophiques par l'extraordinaire renanienne Lodis Reta. Avec, bon, ben on voit que moi, je l'ai pris à Gibert. Alors, celle-là, elle m'a coûté 14 €, mais une fois, je l'ai trouvée à 1 €, alors je l'ai racheté. Parce que c'est vraiment trop bien, alors que je l'avais déjà lu en bibliothèque. Bon. Les dialogues philosophiques, on peut quand même les trouver en ligne, hein. Ça je vais vous mettre quelque chose. Bon, c'est... voilà, là on va avoir en plus la préface de Lodis Reta, des avant-textes. Donc les avant-textes, c'est une étude des manuscrits. C'est ce qu'on va appeler la génétique textuelle, génétique venant de Genèse, donc d'où vient le texte. Et la génétique textuelle permet de questionner ce qu'est un texte, et c'est quand même pas si simple de savoir ce qu'est un texte. Donc voilà, hein, c'est vraiment de la grosse préface. Je viens de la reparcourir. Bon, Lodis Reta est quelqu'un d'extraordinaire. Vraiment, j'ai toujours eu l'impression d'avoir pensé des choses de moi-même. Et quand je relis Lodis Reta, je vois que, ben non. Mais ça me suis fait ça avec Beauvoir. Les dialogues philosophiques sont dédicacés à Marcelin Berthelot. Marcelin Berthelot, c'est son ami chimiste. Alors, je dois avouer que Marcelin Berthelot me touche beaucoup parce qu'il ressemble à mon papa, avec sa belle moustache. Tant et si bien que quand on avait été interviewé Daniel Langlois-Berthelot, hein, l'arrière-arrière-petit-fils, avec les Renaniens, qui avait aussi une moustache mais qui lui ressemblait moins, je lui avais dit que, je ne devrais pas raconter ça, mais que Berthelot ressemblait à mon papa, donc j'ai fini par lui montrer une photo de mon père. Et je ne sais pas pourquoi, je lui ai montré une photo de mon père qui mangeait de la salade. Enfin, c'était devenu un moment absurde et très très beau avec Daniel Langlois-Berthelot, que je suis très heureuse d'avoir rencontré. Et dont le décès m'a rempli de tristesse. Pour beaucoup de raisons. Dédicace, donc, ça c'est quand même important. Si on le replace dans le contexte de la commune, je vais essayer vraiment en fait, de proposer une lecture des dialogues à partir de la commune et de ce moment, j'ai envie de dire, extraordinaire, paroxystique dans la pensée et dans l'évolution de Renan. Donc dédicace à l'ami de toujours, enfin l'ami rencontré au sortir du séminaire. Tout ça, ça s'est magnifiquement raconté dans les souvenirs d'enfance et de jeunesse, et il y a peu d'amitiés aussi belles que celle de Marcelin Berthelot et d'Ernest Renan. Passage ensuite à quelque chose qui est tout aussi formidable, qui est la proclamation de l'inextricabilité de leurs pensées. Je vous dis vraiment ça, c'est beau. Plus d'une fois, en retrouvant dans ces pages certaines idées dont nous avons 1000 fois causé ensemble, je me suis demandé si elles étaient de vous ou de moi, tant nos pensées se sont depuis 30 ans entrelacées, tant il m'est impossible dans notre intime association intellectuelle de distinguer ce qui est mien de ce qui est vôtre. C'est comme si l'on voulait partager les membres de l'enfant entre le père et la mère, tantôt l'embryon de l'idée est de vous et le développement m'appartient, tantôt les germes est venu de moi et c'est vous qui l'avez fécondé. Avec cette espèce d'image d'une amitié androgyne, d'un androgyne originel. Tout ce que j'ai pu vous dire de bon sur l'ensemble de l'univers, je veux qu'on le regarde comme vous appartenant. D'un autre côté, je réclame une part dans la formation de votre esprit philosophique, je n'en aurai pas de meilleur. Donc, retour un peu à cela.
Et Renan, dans ses lettres écrites à Berthelot, achevées notamment dans sa lettre de 63, les sciences de la nature et les sciences historiques, par Adieu, cherchons toujours. Et bon, moi, ça me va droit au cœur, parce que c'est une vision de la science qui est extrêmement spirituelle et qui s'ancre dans des habitus spirituels, religieux, c'est-à-dire grosso modo sur le modèle des bénédictins de l'abbaye de Saint-Maur, mais qui se fait scientifique. Et c'est important que ce soit une dédicace à Marcelin Berthelot, et pas Martelin Berthelot, ça serait vraiment vilain, parce que c'est une dédicace à un ami et à un savant. Et c'est comme quelque chose qui restaurerait ce lien international perdu avec David Friedrich Strauss. Donc c'est symboliquement un moment très fort. Et il développe ensuite une préface pour expliquer ce que vont être ces dialogues. Et ce sont des dialogues qui sont extrêmement étranges. Et il les situe d'emblée à Versailles pendant le mois de mai 1871. Donc on est quand même dans quelque chose qui est très marqué commune, sans que ce soit dit, mais évidemment. J'avais quitté Paris à la fin d'avril, navré des aberrations dont on y était témoin. Aberration, c'est une erreur d'optique. Et donc, là, on voit, et ça c'est vraiment très renanien, on l'a déjà dans ses textes de jeunesse, en fait ça vient de la psychologie scolastique, ça, de considérer que les erreurs sont le fruit d'une erreur d'appréciation. Donc ça n'est pas leur faute. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, il n'y a que ça derrière. Et bien assuré qu'il n'était possible d'y rendre aucun service à la cause de la raison. Privé de mes livres et séparé de mes travaux, j'employais ces loisirs forcés à faire un retour sur moi-même et à dresser une sorte d'état sommaire de mes croyances philosophiques. Renan, il fait ça tous les 10 ans. Son avant-dernier, il s'appelle Examen de conscience philosophique. Ce qui est déjà aussi extrêmement étrange et intéressant. La forme du dialogue me parut bonne pour cela, parce qu'elle n'a rien de dogmatique et qu'elle permet de présenter successivement les diverses faces du problème, sans que l'on soit obligé de conclure. Tout ce qu'il a déjà fait dans la réforme intellectuelle et morale de la France. Mais là, il s'agit d'autre chose. Moins que jamais, je me sens l'audace de parler doctrinalement en pareille matière. Les 3 morceaux offerts ici au public ont pour objet de présenter des séries d'idées se développant selon un ordre logique, et non d'inculquer une opinion, de prêcher un système déterminé. Les problèmes qui y sont traités sont de ceux auxquels on pense toujours, même en sachant bien qu'on ne les résoudra jamais. Et donc on tombe dans la métaphysique. Et en fait, il ne parlera pas de la commune, hein, mais on voit que la commune le fait entrer dans une crise métaphysique. Excité à réfléchir, parfois même provoqué par certaines exagérations le sens philosophique du lecteur, voilà l'unique but que je m'y suis proposé. Etc. etc. Bon. Et il dit même qu'il s'agit du dialogue entre les différents lobes de son cerveau, toujours comme ça on va ramener à du corps, à quelque chose de naturaliste. Et ça c'est extrêmement intéressant. Chacun de ces personnages, c'est très important, représente, au degré divers de la certitude, de la probabilité du rêve, les côtés successifs d'une pensée libre. Aucun d'eux n'est un pseudonyme que j'aurais choisi selon une pratique familière aux auteurs de dialogue pour exposer mon propre sentiment. Et il ne s'agit pas non plus d'autres personnes, précise-t-il. En relisant au bout de 5 ans ces impressions d'une sombre époque, je les trouvais tristes et dures et j'hésitais d'abord à les publier. L'horrible règne de la violence que nous traversions m'avait donné le cauchemar que l'on va voir dans l'Antéchrist. Pour adorer Dieu alors, il fallait regarder très loin ou très haut, le bon Dieu était le vaincu du jour. Ce qui est quand même une forme d'appropriation. Et quelque chose là, donc j'avais perdu de vue le Dieu beaucoup plus doux que j'ai rencontré il y a 15 ans sur mon chemin de Galilée, etc. Alors, il explique ensuite pourquoi il a attendu, hein, pour bien que les choses fonctionnent mieux. En expliquant donc que qu'il s'agit là d'un texte qui ne marquera que des gens qui sauront lire entre les lignes, en fait. J'espère appliquer un jour en grand ce mode d'exposition philosophique dans un livre que j'intitulerai « Hypothèse » et où j'esquisserai 7 ou 8 systèmes du monde, par chacun desquels il manquera un élément capital. Ça, c'est extrêmement intéressant. Il essaie de mettre de l'expérimentation dans la science et notamment dans la philologie, dans l'histoire, en fait. La philologie, c'est l'étude des documents. Renan, il en a une vision quand même assez extensive parce que pour lui, tout est histoire
et l'histoire humaine est étude de documents avant tout, et se caractérise par étude des documents. Ce qu'on a bien aujourd'hui, hein, quand on dit préhistoire, c'est l'histoire avant l'écriture. Hein. Donc ça fonctionne bien. Et avec ce moment très spécial qui va amener ce qui aura conduit à considérer Renan comme un dilettante, ce qui me sidère comme interprétation, la bonne humeur est ainsi le correctif de toute philosophie. Je ne connais pas de philosophie gaie, mais la nature est éternellement jeune et nous sourit toujours. Et là, on va avoir une espèce de pessimisme souriant, et gai et de bonne humeur qui va se développer au fur et à mesure des textes suivants. Et qui, moi, m'a absolument enthousiasmée pendant que je faisais ma thèse, parce que les soirées étaient longues, elles étaient quand même laborieuses, et ça, c'est pas de mal qu'on me dise qu'il fallait être de bonne humeur. Ces dialogues sont séparés en 3 parties, qui sont les certitudes, les probabilités et les rêveries. Il explique un tout petit peu dans la préface. Et ça, c'est un moment qui va déjà montrer, en fait, cette espèce de fragmentation métaphysique et épistémologique au niveau d'une perte de certitude, d'une perte de sens. Et ça n'est pas un hasard non plus si le moment de l'Antéchrist, du volume de l'Antéchrist dans l'histoire des origines du christianisme, va être ce moment où justement les anachronismes ou les analogies contemporaines vont être particulièrement marquantes. C'est extrêmement présent dans l'histoire du peuple d'Israël, qui est donc postérieure aux origines du christianisme, en publication. Évidemment qu'Israël c'est avant, puisqu'il s'agit de revenir sur l'Ancien Testament, qui est donc avant le Nouveau. Je ne sais pas pourquoi je prends cette voie-là. Et c'est comme s'il retournait dans le passé pour expliquer son présent et qu'il essayait de deviner le futur. Et donc, là, dans l'histoire du peuple d'Israël, les prophètes sont très systématiquement comparés aux socialistes de l'époque, et notamment à Pia. Intéressant. Certitude, probabilité, rêverie, ça, ce sont 3 modalités de savoir, 3 degrés. Et en fait, avant les dialogues, avant le pessimisme amené par la fracture de la commune, fracture de la commune qui est aussi une fracture par rapport à l'idéal que représentait l'Allemagne pour Renan, au point que j'étais tombée sur un pamphlet qui s'intitulait « Renan le Rénan ». Et à la publication du journal des Goncourt, Renan a dû faire face à une polémique assez importante, puisqu'on s'est rendu compte qu'il n'était pas tellement patriote et qu'il défendait les Allemands. Ça, c'était quand même, ça a été compliqué pour lui, et ça a ravivé en fait cette perte, cette désillusion complète vis-à-vis de l'Allemagne, qu'il ne retrouve absolument pas dans la Prusse, et certainement pas dans la Prusse de Bismarck, et dans cette guerre qu'il a lui ressentie comme une guerre civile, cette guerre franco-allemande. L'Allemagne était mon temple, écrit-il dans les souvenirs d'enfance et de jeunesse. Donc on est dans un rapport extrêmement sacré voilà, et fort au pays et surtout à sa philosophie. Je suis absolument désolée, mais ça c'est parce que c'est la crise. Des illusions qui ne lui permettent donc plus l'espoir qu'il avait pu développer dans l'avenir de la science, alors qu'il a rédigé, on le sait, autour de 48 et un peu repris certainement après, mais publié seulement en 1890. Mais avec des morceaux en articles publiés à droite à gauche, de façon un peu compliquée. Ça, j'en ai parlé déjà de l'avenir de la science aussi, dans lequel, en fait, Renan perd sa foi, mais il ne perd pas la foi. Il perd une foi en une religion chrétienne, mais il entre en science, en fait, littéralement. Il entre dans un ordre ou dans des ordres scientifiques et pense même que, à un moment, la religion sera démontrée. Et donc, on pourra avoir une fusion entre le croire et le savoir. Mais cette fusion, qu'à un moment, il pensait pouvoir peut-être voir de son vivant, ou advenir à un temps plus ou moins proche, en fait, donc il était dans une forme de millénarisme scientifique, Renan. Ça, c'est très socialiste à l'époque. Cet idéal se perd avec donc, le spectacle de la commune, puisqu'évidemment il n'y a pas participé, et toute cette période. Et ça va se transformer en un éloignement de cet idéal, donc un pessimisme, et cette idée que peut-être, ça c'est une citation qui va vraiment arriver à la fin de sa vie dans les feuilles détachées, que peut-être si elle existe, la vérité est triste et qu'il ne faut pas trop se tarder
de la connaître. Et c'est vraiment dans ces dialogues que cela va se voir déjà par ce découpage en certitude, probabilité, rêverie, qui éloigne évidemment de la certitude. Et ça va passer également par le mode du dialogue qui lui aussi constitue une diffraction de ce qui aurait pu faire système. Et on voit bien ici qu'il s'agit de jeter plusieurs systèmes en l'air pour les discuter et les élaborer. Alors ça paraît quand même super étrange d'avoir cette conversation entre des philosophes, Philalèthe, Euthyphron et Eudoxe, qui discutent en mai 71 à Versailles. Mais parce que la crise est métaphysique, et elle pose cette question métaphysique, en posant même la question de la possibilité du métaphysique. Et on voit comment la forme et la structure de ces dialogues éloignent cette réalisation qu'il espérait voir advenir au préalable. Et cette métaphysique, vous la retrouvez évidemment dans le fait que Eudoxe porte sur lui donc un exemplaire des Entretiens sur la métaphysique de Malebranche, qui a été un des grands livres lus par Renan, mais bon, on n'est pas tellement dans une actualité contemporaine, il n'est pas en train de lire Le Cri du peuple. Et donc dans cette recherche d'une théodicée, qui va voir se discuter de façon quand même assez triste, mais aussi très développée, des raisonnements dialogués sur des possibilités métaphysiques. Alors là, par exemple, Philalèthe, page 85 de mon édition, les temps sont tristes. 20 fois par jour, nous nous demandons s'il vaut la peine de vivre pour assister à la ruine de tout ce que nous avons aimé. Heureux celui qui croit à une cité de Dieu éternel et peut, comme saint Augustin, pendant le siège d'Hippone, mourir consolé. Donc là, on voit cette perte dont il ne blâme pas les communards. Voilà. Et ça, c'est vraiment un truc qui est important. Il ne blâme pas la commune, ça c'est certain, mais il ne blâme pas les communards. Lui, mais ça c'est lié au fait que Renan pense qu'il faut du temps pour les institutions et que les institutions peuvent évoluer, mais qu'elles vont évoluer lentement. Et qu'il faut... alors ce qui lui amène à des attitudes très paradoxales par rapport à l'Église, entre réforme et, bon, par moments, on a quand même quelque chose de un peu plus explosif, à l'encontre de l'Église considérée comme une institution dont le rôle historique est d'être une force réactionnaire, mais qui va passer là comme ça sur cette croyance en un point d'arrêt, tout bouge. Là je suis à page 87, la planète que nous habitons, c'est Philalèthe, offre un aspect totalement différent de celui qu'elle présenterait si l'homme n'existait pas. L'homme, en d'autres termes, agit dans le fieri de notre planète à la manière d'une cause. Alors si ça c'est pas de l'anthropocène, on préfère capitalocène. Hors de notre planète, l'action de l'homme peut être considérée comme nulle, puisque notre planète n'agit guère dans l'ensemble de l'univers, que par la gravitation. Or, l'homme n'a pas changé et ne saurait changer la gravitation de sa planète, etc. Et avec énormément de choses. Alors moi, j'ai tendance à le lire de façon extrêmement fragmentée. Donc c'est un grand texte sur l'impuissance et sur la recherche d'une philosophie en temps d'impuissance. Et cette philosophie, elle va passer donc dans ce qu'il appelle rêverie, au pluriel. Parce qu'il n'y en a pas qu'une. Bien sûr, on est toujours dans cette diffraction. Qui, finalement, accepte ce moment considéré comme un moment de crise, parce qu'il faut restaurer la possibilité, non pas d'une cité de Dieu, mais d'une cité de la science. Je vous lis quelques passages. Le grand agent de la marche du monde, je suis page 93, c'est la douleur. L'être mécontent, l'être qui veut se développer n'est pas à l'aise pour se développer. Le bien-être n'engendre que l'inertie. Il doit savoir que c'est le canapé qui rend inerte. La gêne est le principe du mouvement. La pression seule fait monter l'eau, la dirige. La puberté de la jeune fille vient d'un œuf mûr pour vivre et qui veut vivre. C'est très essentialiste. Depuis l'astérie, Pentagone qui digère, donc ça c'est l'étoile de mer, organisme bizarre qui de bonheur sans doute a été possible, jusqu'à l'homme le plus complet, et on voit comme il fait une chaîne des êtres, ça vient de Charles Bonnet notamment, tout aspire à être et à être de plus en plus, et donc l'univers c'est une dilatation de l'être. Tout possible veut se voir réalisé, toute réalité aspire à la conscience, toute conscience obscure aspire à s'éclaircir. Et c'est pour ça, parce qu'on va avoir un mouvement
global vers cette connaissance et la science, et ce mouvement, on voit à quel point il est autant corporel que spirituel. Mais ça, c'est parce que la matière chez Renan est spirituelle. On me demandait s'il était spiritualiste ou matérialiste, et c'est un spiritualiste matérialiste, mais spirituel d'abord. Comme un vaste cœur débordant d'un amour impuissant et vague, l'univers est sans cesse dans la douleur des transformations, le corps organisé vise à remplir un type, en grandissant il acquiert ses parties, se crée des organes par une sorte de force aveugle dont on peut prédire d'avance les effets, parce que les organismes sont prédéterminés. Ça, on le trouvait déjà dans De l'origine du langage, dans des textes comme ça, très anciens, pour les langues, et avec déjà ces modèles naturalistes. Et ici, c'est vraiment explicité de façon beaucoup plus large. En grandissant, donc ce corps organisé, il acquiert ses parties et se crée des organes par une sorte de force aveugle dont on peut prédire d'avance les effets. Chaque type tire de son essence tout ce qui est possible en fait de perfection égoïste. Et là, on est vraiment dans ce qu'on va appeler l'instinct de vie. Il cite un tout petit peu Spencer, mais très très peu, dans quelque chose qui est aussi très schopenhauerien. Et Renan a été un des promoteurs de Schopenhauer en France. Il a lutté pour le faire traduire, même si je ne pense pas qu'il en ait une lecture très approfondie. On sent un immense nisus, et ça vient du nisus formativus de Blumenbach, d'un naturaliste. On sent un immense nisus universel pour réaliser un dessin, remplir un moule vivant, produire une unité harmonique, une conscience. La conscience du tout paraît jusqu'ici bien obscure. Elle ne semble pas dépasser beaucoup celle de l'huître et du polypier, deux éléments extrêmement importants au XIXe siècle dans la pensée des sciences nat. Mais elle existe. Le monde va vers ses fins avec un instinct sûr. En fait, là, ce qu'il est en train de faire par rapport à ce qu'il faisait avant, ça n'est plus... Donc le matérialisme mécanique des savants de la fin du XVIIIe siècle me paraît une des plus grandes erreurs qu'on puisse professer. Et c'est clair qu'il n'est pas marxiste. Ça, c'est certain, mais on le savait. Et donc, on va avoir comme ça une grande discussion sur ce Fieri, qui est ancien comme chez Renan, mais ici, il s'agit en fait, comme dans ces textes de jeunesse, de penser ce qui va être force d'action et de réaction, des sauts et des balancements dans l'histoire. Et en fait, son modèle, il est déjà prêt, mais il n'arrivait pas à le faire. Et donc, ça lui permet d'intégrer la douleur dans son système. Et la douleur va aller main dans la main avec l'amour. Alors là, on l'a un peu plus loin, donc avec l'amour, le désir. Et là, on est vraiment dans un passage très très Schopenhauer, mais pas exactement. Lodis Resta a fait un article splendide sur cette question. Je vais le mettre dans la description si je n'oublie pas. Mais là, voilà, il y a chez Schopenhauer une contradiction, etc., comparé à Fichte, page 103. Et tous ces éléments-là vont aller de plus en plus loin, parce que là, je suis dans les certitudes. Je vais aller sauter pour les rêveries, avec des choses qui sont extrêmement intéressantes, me semble-t-il, et ça dépend, et qui vont amener à des réflexions assez multiples. Alors, c'est un autre personnage. L'univers serait ainsi consommé en un seul être organisé, dans l'infini duquel se résumeraient des décillions de vies, passées et présentes à la fois. Toute la nature vivante produirait une vie centrale, grand hymne, religieux, littérature, sortant de milliards de voix, comme l'animal résulte de milliards de cellules. Ça, c'est une pensée à microcosme, macrocosme en même temps, par analogie. L'arbre de millions de bourgeons. Une conscience unique serait faite par tous, parce que c'est l'esprit humain, et tous y participeraient. L'univers serait un polypier infini où tous les êtres qui ont jamais été seraient soudés par leur base, vivant à la fois de leur vie propre et de la vie de l'ensemble. Le polype, c'est par exemple le corail, c'est un animal où quand vous le coupez, vous avez deux animaux, et il n'est pas mort. Déjà, nous participons à la vie de l'univers, vie bien imparfaite encore par la morale, la science et l'art. Les religions sont les formes abrégées et populaires de cette participation. On est loin de l'opium du peuple. La religion, c'est une préscience. C'est une façon de participer de la spiritualité du monde quand on ne peut pas faire mieux. Mais la nature aspire à une communion bien plus intense, communion qui n'atteindra son dernier terme que quand il y aura un être actuellement parfait. Un tel être n'existe pas encore. Alors je vous spoil, si vous voulez pas la fin et la surprise, il va falloir couper. Un tel être n'existe pas encore puisque nous n'avons que 3 façons de constater l'existence d'un être: le voir,
entendre parler de lui, voir son action, et qu'un être comme celui dont nous parlons n'est connu d'aucune de ces trois manières. Mais on conçoit la possibilité d'un état où, dans l'infinité de l'espace, tout vive. Peu de matière est maintenant organisée, et ce qui est organisé est faiblement organisé. Vous imaginez? La matière va se transformer, comme l'esprit va se transformer. Mais on peut admettre un âge où toute la matière soit organisée, où des milliers de soleils agglutinés ensemble serviraient à former un seul être, sentant, jouissant, absorbant par son gosier brûlant un fleuve de volupté qui s'épancherait hors de lui en un torrent de vie. Évidemment que l'image, elle est éjaculatoire et érotique. Il n'est pas idiot, il le sait. Cet univers vivant présenterait les deux pôles que présente toute masse nerveuse, le pôle qui pense, le pôle qui jouit. Et ça, il va le développer ensuite avec l'autre jouvence, il va le développer ensuite avec l'abbesse de Jouarre, dans ses drames philosophiques. L'abbesse de Jouarre, il est dur, le théâtre de Renan, mais il est quand même passionnant. C'est un théâtre métaphysique. C'est quand même vachement plus intéressant que le théâtre de Sartre. Hein. Voilà, hein. S'il faut lancer un petit taquet à Sartre, je le fais maintenant. Ne vous inquiétez pas, je le referai. Maintenant, l'univers pense et jouit par des millions d'individus. Un jour, une bouche colossale savourerait l'infini, un océan d'ivresse y coulerait, une intarissable émission de vie, ne connaissant ni repos ni fatigue, jaillirait dans l'éternité. Pour coaguler cette masse divine, la terre aura peut-être été prise et gâchée comme une motte que l'on pétrit sans souci de la fourmi ou du ver qui s'y cache. Que voulez-vous? Nous en faisons autant. La nature, à tous les degrés, a pour soin unique d'obtenir un résultat supérieur par le sacrifice d'individualités inférieures. Est-ce qu'un général, un chef d'État, tient compte de ces pauvres gens qu'il fait tuer? Il dit pas qu'il est pas malheureux, il dit que c'est autre chose. Hein. Il est... Ah, et là, en fait, on va arriver. Donc ça, cette image de la bouche colossale de l'univers. Donc en fait, lui, il n'imagine pas le Big Bang du début, il imagine le Big Bang de la fin. Et ça, c'est l'orgasme intellectuel et c'est l'orgasme corporel. Parce que de toute façon, matière et esprit sont un peu organisés maintenant, on va être très organisés, ça va faire une seule et même chose. De notre humanité découlera probablement une autre humanité qui nous sera supérieure et nous aurons plaisir à nous soumettre à ces êtres supérieurs. Et très spécial. C'est pas du Renan, c'est une possibilité d'un Renan qui pense une force de l'histoire, qui pense un dessin, une téléologie historique. La téléologie, c'est le fait que l'histoire ait un but, et ce but, finalement, il se résume par cette image très littéraire, et est-ce qu'il y croit ou est-ce qu'il y croit pas, j'en sais rien, de cette bouche qui a deux pôles, qui jouit et qui pense. Mais moi qui aime tellement la pensée et qui peut ressentir matériellement des pensées, je suis extrêmement émue en même temps en lisant ces passages. Et là se pose vraiment la question donc, du sacrifice et de ce bonheur sur terre. Est-ce que c'est possible quand on rêve la cité de Dieu de supporter d'être dans l'Empire romain et de rendre à César ce qui est à César? Le grand nombre doit penser et jouir par procuration, alors écrit non pas Renan mais Théoctiste, hein. L'idée du Moyen-Âge de gens priant pour ceux qui n'ont pas le temps de prier est très vraie. Et là, en fait, il organise une division du travail que je trouve politiquement scandaleuse. La masse travaille, quelques-uns remplissent pour elle les hautes fonctions de la vie, voilà l'humanité. Donc, des spirituels d'un côté, les laboratoresses pour le reste. Hein. Tiers état, hein, on dit un peu encore en ancien régime. Hein. Le résultat du travail obscur de 1000 paysans, serfs d'une abbaye, était une abside gothique dans une belle vallée ombragée de hauts peupliers où de pieuses personnes venaient 6 ou 8 fois par jour chanter des psaumes à l'Éternel. Mais quand Renan il va voir cette abside gothique, il voit les milliers de serfs qui ont travaillé de façon aveugle. Et c'est ça qui est vraiment aussi très touchant, c'est-à-dire il ne remet pas en question cette hiérarchie sociale, il la pense comme un mal nécessaire, mais il est un des premiers, alors après Michelet, qui est beaucoup plus socialisant, et c'est compliqué aussi Michelet, hein, à vibiliser ces invisibles des temps passés. Avant Benjamin, bien avant Benjamin. Alors je vais un peu plus vite, hein, un peu plus loin. Quelques-uns vivent pour tous, si on veut changer cet ordre, personne ne vivra, etc. Chaque classe de la société est un rouage, un bras de levier dans cette immense machine, voilà pourquoi chacune a ses vertus. Donc on est vraiment dans l'image de Mr. Gaster, ce que l'on passe à la machine, de la division du travail, nous sommes, et hop, ça passe de la société à nous sommes tous des fonctions de l'univers, le devoir consiste à ce que chacun remplisse bien sa fonction.
Et là, ce à quoi je voudrais arriver, c'est un autre passage qui nous montre cette conscience, qui va en fait déboucher sur ce qui est beaucoup plus explicité dans la forme intellectuelle et morale de la France, qui est le règne du savant. Alors, ils sont pas tous d'accord entre eux, hein, les personnages. Hein. Alors après, je suis pas très forte quand je lis des dialogues ou du théâtre. J'ai un peu toujours du mal à distinguer les personnages et à tout lire d'un bloc. Ça, c'est... Là, j'aurais vraiment besoin d'une représentation des dialogues. Hein. On pourrait peut-être monter ça. Alors, mais le problème, c'est que moi, je suis pas habituée à cette édition. Je suis habituée à l'édition des œuvres complètes. Voilà, c'est ça. Page 152. Un seul être résumant toute la jouissance de l'univers, l'infinité des êtres particuliers joyeux d'y contribuer, il n'y a là de contradictoire que pour notre individualisme superficiel. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal avec la question du confort, de l'amélioration des conditions de vie des classes populaires, et qui va changer après ça. Parce que ça, en fait, au moment où il l'écrit, il est déjà en train de changer. Est-ce que c'est parce qu'il faut empêcher d'autres évolutions? C'est possible. Franchement, j'en suis pas sûre. Je pense que c'est aussi lié à ce pessimisme qui va passer par la recherche de la gaieté et du bonheur sur Terre. Puisqu'il n'y a plus, ou on ne peut plus croire en une cité de Dieu. Une cité de la science. Hein. Le monde n'est qu'une série de sacrifices humains, on les adoucirait par la joie et la résignation. Voilà. Mais en fait, j'y étais, puis j'ai sauté le passage. Il y a des états sociaux où le peuple jouit des plaisirs de ses nobles, se complétant ses princes, dit nos princes, fait de leur gloire sa gloire. Ça, c'est le fameux bonheur par procuration. On est content de voir les autres contents. Ça, c'est plus possible. Hein. Il y a des états sociaux où le peuple jouit... Ah, ça, je viens de le lire, pardon. Les animaux qui servent à la nourriture de l'homme de génie ou de l'homme de bien devraient être contents s'ils savaient à quoi ils servent. Tout dépend du but, et si un jour la vivisection, donc la dissection sur un vivant, sur une grande échelle était nécessaire pour découvrir les grands secrets de la nature vivante, j'imagine les êtres, dans l'extase du martyre volontaire, venant s'y offrir couronnés de fleurs. Donc Renan a bien conscience du spécisme, mais il l'accepte. Le meurtre inutile d'une mouche est un acte blâmable, celui qui est sacrifié aux fins idéales n'a pas droit de se plaindre et son sort au regard de l'infini est digne d'envie. Tant d'autres meurent sans laisser une trace dans la construction de la tour infinie, toujours cette image de l'édifice. Ces choses monstrueuses que le sacrifice d'un être vivant à l'égoïsme d'un autre, mais le sacrifice d'un être vivant à une fin voulue par la nature est légitime. Rigoureusement parlant, l'homme dans la vie duquel règne l'égoïsme fait un acte de cannibale en mangeant de la chair. Seul l'homme qui travaille en sa mesure au bien ou au vrai possède ce droit. Le sacrifice alors est fait à l'idéal, et l'être sacrifié à sa petite place dans l'œuvre éternelle, ce que tant d'autres êtres n'ont pas. La belle Antiquité conçut avec raison l'immolation d'un animal destiné à être mangé comme un acte religieux. Ce meurtre fait en vue d'une nécessité absolue parut devoir être dissimulé par des guirlandes et une cérémonie. C'est un passage que je trouve extrêmement frappant, évidemment, et qui, d'une certaine façon, résume la parfaite conscience qu'a Renan des hiérarchies sociales, et la façon dont il les voit comme un mal nécessaire, mais en fait, ce qu'il fait, et qu'il fait aussi de façon quand même plus explicite dans la réforme intellectuelle et morale de la France, c'est de les rédire pour accélérer le retour à l'idéal. Et cet idéal, il n'est jamais politique, il est spirituel et scientifique. Parce que c'est ce moment où la science et où la religion sera vraie, la religion sera démontrée, ça c'est dans l'avenir de la science, qu'il ne pense plus voir advenir, mais pour lequel il faut au moins garantir un statut à part pour les savants, politiquement à part. Je rappelle qu'il a été révoqué et destitué du Collège de France, hein, et qu'on est à une époque où l'autonomie scientifique n'existe pas. Qu'on est à ce moment-là, et où il faut la construire, mais où il va la construire en espérant ce qui pour nous aujourd'hui semble une technocratie, hein, qui ne pense pas comme une technocratie à l'époque, hein, parce que plein de choses ont changé et parce que je pense qu'il est un peu naïf sur cette question, et parce que la question est très très complexe, mais pour pouvoir hâter cet idéal. Bon, c'est quelqu'un qui comprendrait parfaitement le confinement pour la pandémie. On est dans ce genre d'idée, voilà, de se sacrifier
bon, là, pas pour un idéal, évidemment, mais pour le bien commun. Mais la question, en fait, de savoir de quoi est fait cet idéal n'est pas forcément... n'a pas forcément de réponse. Je vais pas dire la question n'est pas répondue, ça je peux pas. Non. Et en même temps, elle laisse totalement ouverte cette injustice flagrante et légitimée par Renan, qui, donc ici, se transforme, hein, vraiment, parce qu'il est face à une crise épistémologique et métaphysique, évidemment politique, hein, mais majeure. Qu'est-ce qu'on en tire? Mais on n'en tire rien. On n'en tire rien. Alors, on peut avoir une lecture psychologique de ça, se dire, bah dis donc, ça a été rude, hein, le pauvre, il était pas bien. Et c'est touchant et c'est important. J'ai oublié de dire, d'ailleurs, pour la Marcelin Berthelot-Renan, Marine Riguet va nous faire une correspondance, une nouvelle édition de la correspondance Berthelot-Renan, mais je suis tellement impatiente, ça va être superbe. Et ça arrive. On peut le voir d'une façon psychologique, on peut le voir d'une façon politique, en rappelant que Renan était donc bien un bourgeois libéral, qui donc ici sert les intérêts de sa classe et de son camp. Il me paraît plus compliqué, mais il sert aussi ses intérêts propres. Et notamment ses intérêts en tant que savant qui essaie de créer une classe de savants, qui ne soit pas une classe bourgeoise, bah ça c'est vraiment un truc qui lui pose problème, l'appartenance à la bourgeoisie, mais qui sert des intérêts. Mais en fait la question c'est finalement, qu'est-ce qu'on fait de l'idéal ? Est-ce qu'il y a cet idéal ? Évidemment, quand quelqu'un comme Marx arrive avec en fondant de cette façon-là le matérialisme, un système compliqué, je ne sais pas si c'est vraiment un système, mais une pensée comme celle de Renan entre en complète contradiction et ne fonctionne plus. Et il y a bien encore une histoire téléologique et un idéal chez Marx. Mais on est à ce moment de l'histoire et à cette situation de l'histoire où Marx n'a quand même pas une grosse réception en France, où on a encore des histoires idéales et théologiques tout le temps, et où en fait, la question même de la possibilité de cet idéal commence à être posée, et de cette téléologie. Et en fait, là, Renan force politiquement pour permettre cet idéal, et en même temps, il va quand même être bien moins sévère à l'égard des conditions de vie des classes les plus populaires. Qu'est-ce qu'on en tire de la littérature ? C'est tellement beau. Je vous dis à bientôt.